Bonsoir. Scène de révolte dans les rues de N'Djamena. Les manifestants scandent, pancarde en main, le refus de la dynastie à la tête de l'État de ce pays voisin. Et bien, les mêmes manifestants ont d'ailleurs manqué de respect à un certain nombre de symboles de la République française. La France qui est accusée de soutenir la succession de père en fils. C'était le cas hier au Togo, au Gabon, au Congo et ailleurs, comme au Tchad aujourd'hui. En tout cas, les suites des événements de N'Djamena et du Tchad en général s'offrent au débrief ce soir. Question de questionner effectivement l'appui supposé ou réel de la France par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler la démocratisation de cette modalité de dévotion du pouvoir en Afrique, notamment en Afrique francophone. Nous en parlons ce soir avec nos invités qui arrivent subrepticement l'un après l'autre dans ce studio. Yaoundé ayant les pieds dans l'eau depuis quelques heures maintenant. Il pleut sur la capitale. J'accueille donc ceux qui sont déjà sur place, sur ce plateau. D'abord, Lucien Bidima, il communique pour le compte du RDPC. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de toujours venir ici. Je salue des milliers de téléspectateurs, vos téléspectateurs et bien entendu les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, comment vous vivez les derniers événements du côté de N'Djamena? On les voyait venir, ce qui s'est produit avec les scènes de violence dans les rues de N'Djamena. On a vu venir cette situation? D'abord, il faut commencer par déplorer ce qui s'est passé. Le décès du président Idriss Déby a frappé le Cameroun en plein cœur. Pourquoi en plein cœur? Parce que non seulement le président Déby était un ami du Cameroun, mais également il participait avec le président Paul Biya à la grande stratégie qui demandait à mettre fin à l'avancée non seulement des groupes djihadistes, mais également, comme vous le savez, Boko Haram. Et Idriss Déby est mort, comme on peut dire, non seulement pour préserver l'intégrité de son pays, mais également pour... qui apporte son coup de pouce pour la stabilité. Pour la stabilité, non seulement de son pays, mais également de l'Afrique centrale. Mais maintenant, après cela, on ne peut pas très rapidement se lancer dans les critiques. Peut-être l'incompréhension de savoir pour certains qu'il aurait fallu que l'ordre constitutionnel suive son cours, mais pour d'autres, qu'il faille peut-être comprendre la nécessité de préserver l'intégrité du territoire tchadien et puis sans toutefois mettre de côté le fait que le Tchad aujourd'hui est en guerre. Donc, sur ce prisme d'intégrité... Le Tchad est en guerre? On peut le dire, parce que le Tchad a été attaqué, le chef de l'État tchadien a été tué. Ça, on ne peut pas l'ignorer. À partir de là, on peut dire que l'apport des militaires, comme c'est le cas aujourd'hui, peut être plus ou moins compréhensible. Alors, mais il ne faut pas mettre de côté le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans des États démocratiques qui apprennent à se mouiller dans la démocratie. Mais tout de même, aussi, il faut noter que Idriss Déby venait de gagner les élections au niveau du Tchad. Alors, peut-être la population, la jeunesse, aujourd'hui, voudrait bien que l'ordre constitutionnel soit établi, on peut les comprendre, mais ce que nous devons comprendre mieux, c'est souhaiter la stabilité du Tchad, qui est une nécessité non seulement pour le Tchad, mais également pour l'Afrique centrale, et peut-être encourager plutôt la junte militaire qui est au pouvoir, c'est-à-dire le fils d'Idriss Déby, à remettre, comme lui-même il a dit, dans les 18 mois qui vont suivre, peut-être rétablir la démocratie et l'ordre constitutionnel, tant on se serait rendu compte que le Tchad est véritablement stabilisé. Thierry Djoussi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Le Débrief ce jour. Bonsoir, Gislain Pierre Sono et bonsoir aux téléspectateurs de Canada International. Thierry Djoussi qui est désormais rentré dans le cercle très réduit d'ailleurs des écrivains puisqu'il vient de commettre le guide de l'entrepreneur agricole. Ce qu'il faut savoir avant de se lancer, vous allez muter de ce côté-là de l'agriculture, vous allez quitter le journalisme? Non, j'ai toujours eu une fibre agricole que j'ai d'ailleurs eue. Selon certaines personnes, je ne sais pas si elles sont sincères quand elles me font le compliment d'avoir su concilier ma fibre agricole et ma fibre journalistique. D'ailleurs, j'ai toujours mis le journalisme que j'exerce au service de l'agriculture. Vous êtes sans ignorer que je suis le président de l'association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement. Je suis également le directeur de publication du Courrier agricole, comme son nom le dit, est un journal d'information agricole. Et je présente du côté d'Info TV une émission qui passe tous les jeudis à 17h et qui s'appelle Agro-Pastoral. Donc l'agriculture et moi, et le journalisme et moi, je dois dire que c'est un mariage à trois. Mariage à trois. Mais on parle du Tchad de ce soir. Vous vivez également ces événements-là avec un regard agricole?
Bon, je crois dire qu'en termes d'agriculture, le Tchad est un gros producteur de viande, la viande bovine. Parce que quand on dit agriculture, il faut également y mettre l'élevage. Il faut également y mettre la pêche. Donc l'agriculture, c'est un terme générique. Je le dis à l'intention des téléspectateurs qui réduisent toujours l'agriculture au travail du champ. L'agriculture est plurisémantique. Bon, je dois dire que je suis choqué par ce qui se passe au Tchad. Je suis choqué de savoir qu'en Afrique, il faut toujours avoir recours aux armes pour prendre le pouvoir. Je suis choqué de savoir qu'en Afrique, on ne respecte pas la Constitution. Je suis choqué de savoir qu'en Afrique, dans certaines parties de l'Afrique, il semble automatique que le fils doit succéder au père. C'est ça qui me révolte davantage. Cette spectacle. Alors, dans les événements, ce qui se produit à N'Djamena, selon vous. Et ses conséquences, c'est choquant. Parce que vous imaginez bien qu'en plein 21e siècle, il y a encore une rébellion dans un État. Ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Et quand on apprend également que dans cet État-là, la Constitution est mise entre parenthèses. Une Constitution qui prévoyait d'ailleurs les mécanismes de vacance de pouvoir et de dévolution de pouvoir. Lorsqu'elle est mise en parenthèse, ça ne peut que susciter chez tout Africain soucieux de la respectabilité de l'Afrique un sentiment d'indignation. Donc je suis indigné par le spectacle que le Tchad offre en ce moment. C'est indigne de l'Afrique de progrès. Vous savez, on le dit toujours que tous les continents ont déjà développé leur richesse. C'est en Afrique qui reste le plus gros des richesses de l'humanité. Mais lorsqu'il y a des zones comme ceux qu'on voit au Tchad, on peut craindre que même si l'Afrique est assise sur une mine d'or, il n'y aura pas beaucoup de personnes pour exploiter à bon escient ces mines d'or. Alors, il y a eu ces manifestants-là. Est-ce qu'ils avaient le droit, entre guillemets, de saccager les symboles de la France, comme si elle était partie prenante à cette modalité de succession à la tête des États africains, notamment les États africains? Les Tchadiens ont tout le droit de revendiquer le respect de la Constitution. Je dis oui, puisque c'est au nom de ces constitutions qu'on les gouverne. D'ailleurs, sans constitution, il n'y a pas de pouvoir légitime. Donc, ils ont le droit de s'élever contre le pouvoir légitime. Dites-vous que les Sud-Africains, à l'époque de l'apartheid, se sont élevés contre un pouvoir indigne. Au Cameroun, l'UPC de Oumyobé s'est soulevé comme le colon parce qu'il était l'incarnation d'un pouvoir indigne un peu partout dans le monde. Là où les libertés ont été bafouées, ça a été le devoir des peuples de se soulever. Donc, l'acte du peuple tchadien est héroïque, je le salue. Je regrette qu'il n'y a pas assez de soutien qui leur arrive de par le monde. Combien de temps pourraient-ils tenir ces manifestants dans les rues de N'Djamena, de votre point de vue, face à l'armada de l'armée qui a d'ailleurs déjà été quelque peu déployée? Je pense qu'il ne faudrait pas regarder cela comme une affaire tchado-tchadienne. Ça concerne l'Afrique, ça concerne le monde aussi. Parce que vous savez, nous sommes, comme on le dit, un village planétaire. Vous avez parlé tout à l'heure du Tchad qui approvisionne quand même l'Afrique pour ce qui est de la viande dans un certain nombre de pays. Et les troupes tchadiennes contribuent au maintien de la sécurité dans bon nombre des États africains. Je me souviens en tant que Camerounais, et ici là j'en profite pour rendre hommage au peuple tchadien de la contribution de l'armée tchadienne dans la lutte africaine contre Boko Haram. On a vu des troupes tchadiennes arriver au Cameroun et elles ont combattu loyalement et courageusement aux côtés des soldats camerounais. Donc je pense que ce qui se passe au Tchad ne doit pas concerner que le peuple tchadien. Il s'agit d'un peuple qui lutte pour que sa souveraineté soit rétablie, pour que la Constitution soit respectée. Alors si nous savons en Afrique que nous devions également respecter la Constitution, alors il faudrait être aux côtés en ce moment du peuple tchadien. Combien de temps ces gens vont tenir? C'est une question, j'ai envie de dessiner, parce que en face de ce peuple-là, il y a des militaires lourdement armés. Alors vous me demandez combien de temps un homme qui n'a pas d'armes, qui combat aux mains nues, qui revendique les mains nues, va-t-il tenir face à un homme qui porte des armes, qui est lourdement armé? J'ai bien envie de dire qu'il n'a aucune chance de réussir si on ne le vient pas en aide. Il faut venir en aide du peuple tchadien. Il faut, comme ont commencé à le faire les autorités françaises, réclamer le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Alors, est-ce que sur ce coup-là, Lucien Bidima, les manifestants ne disent pas une chose et font le contraire? On a vu les pancartes là qui condamnaient quelque peu déjà la France d'avoir participé, entre guillemets, à cette façon de succéder à la tête de l'État tchadien, mais en même temps, c'est la même France qui demande qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas un discours qui est contraire à la pratique? Non, mais je suis toujours stupéfait lorsqu'on prend le problème de la Zambou sans toutefois voir les conséquences. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui?
le Tchad était justement au niveau de la voie de la Constitution. Les élections venaient d'avoir lieu, le président Idriss Déby venait d'être élu. Lorsque fatalement le président Idriss Déby est assassiné, le Tchad a été attaqué par les djihadistes, par les rebelles. Et à partir de ce moment, c'est pour ça que je dis que le Tchad se retrouve maîtrisé. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un pays est maîtrisé, attaqué? Voulez-vous qu'on reste d'abord attentif en attendant que les rebelles arrivent à N'Djamena et prennent le pouvoir, et qu'à partir de là, si ce sont les rebelles, et essayons d'imaginer, si c'était les rebelles, les manifestants dans les rues de N'Djamena, les citoyens tchadiens, si c'était les rebelles qui prenaient le pouvoir au Tchad, on parlerait de constitution aujourd'hui. Donc, il faut commencer par condamner ce qui s'est passé. Un président élu, justement, à plus de 73%, a été lâchement assassiné par des gens sans loi ni foi. Et c'est pour cela, si on ne condamne pas d'abord cela, on peut revenir, par exemple, au niveau du Cameroun, on peut commencer à tolérer cela. On ne peut pas tolérer cela. Bon, mais maintenant, le problème de l'ordre constitutionnel est un problème qui nous tient tous à cœur. D'ailleurs, je crois que nous avons la chance au Cameroun d'avoir un État démocratique qui a totalement mis en place tous ces mécanismes, mais le Tchad est différent du Cameroun. Le Tchad a toujours été un pays guerrier où on a vu les successions. Il s'en est parti. Idriss Déby a pris le pouvoir. Avant ça, il y a eu d'autres présidents, toujours avec ce coups de gauche à droite. Mais ce que nous devons encourager aujourd'hui, non seulement soutenir le peuple tchadien, ce qui ça arrive au peuple tchadien peut arriver à tout le monde. Si on ne fait pas très attention, parce que dans tous les pays, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des groupes rebelles, avec des gens qui distillent la haine, qui distillent à longueur de journée le retour peut-être des rebelles, en fait le soutien aux rebelles, etc. Nous devons condamner cela. Parce que quand nous commençons par les condamner, à partir de là, nous serons prêts à dire que si nous condamnons, justement si le président Idriss Déby n'était pas mort au niveau du front, et que le président Idriss Déby quittait naturellement le pouvoir, et que son fils succédait au président Idriss Déby dans ces conditions, on dirait aujourd'hui que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas bien. Mais il n'y a pas eu coup d'État au Tchad. Ça, je dis non, il n'y a pas eu coup d'État. Il n'y a pas eu coup d'État. Il n'y a pas eu coup d'État, il y a eu assassinat. On a assassiné froidement un chef d'État qui était soucieux non seulement de l'appel à la liberté de son pays, mais également celle de l'Afrique centrale. Et à partir de là, je crois que l'armée doit jouer son rôle. Et puis, je suis toujours un peu stupéfait. Lorsqu'on dit l'armée, on dit les autres. Tout ça, ce sont les Tchadiens, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que l'armée, vous mettez l'armée où? Ils ne sont pas des Tchadiens? Ou vous mettez ceux qui, peut-être, peuvent estimer aujourd'hui qu'ils peuvent mieux défendre le Tchad que ces autres Tchadiens? Mais non. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons affaire d'abord à la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Tchad et même de l'Afrique centrale. Parce que le problème est plus global. Je reviens à ce qu'il est mon petit frère est en train de dire. Parce qu'en fait, le problème est global. Le problème n'est plus qu'un problème du Tchad aujourd'hui. Avec ces rebelles, avec cette violence, avec les soutiens de ces violences. Peut-être il faut aller plus au fond de cela. Avec les soutiens de ces violences, on ne peut pas accepter. Mais là aussi, je ne peux condamner un peu, vous revenez au niveau de la France, on ne peut pas à tout moment, lorsque quelque chose nous arrive, accuser la France. On va accuser la France, mais au même moment, on demande à la France de nous soutenir. Au même moment, on demande à la même France de venir au Tchad et de soutenir le pouvoir en place. Au même moment, on dit que non, la Tchad. Il faut savoir que la France est un pays de liberté totale. Le président Macron peut prendre une décision quand Marine Le Pen va dire autre chose au niveau de l'opposition. C'est un pays de liberté. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, en France, que certains leaders politiques appellent à l'ordre constitutionnel, comme il est naturel que même nous, au Cameroun, que nous disons, ok, d'accord, ces militaires sont en train de gérer une situation qui est grave aujourd'hui, qui aurait pu arriver à tout le monde. Mais il faut y penser à la sauvegarde de la démocratie. Moi, je soutiens un parti totalement démocratique, je soutiens un chef de l'État qui, lui, croit tous les jours à la démocratie. Je ne peux donc pas venir défendre ici, de vous dire que non, je dois soutenir ceux qui ne croient pas à cette démocratie. Ce que je dis, on règle le problème, mais il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Pourquoi? Parce que sans démocratie, on ne peut pas construire un pays. Et c'est peut-être avec la démocratie, on va faire asseoir tout le monde et que chacun devrait jouer son rôle, son jeu. Les militaires sont là pour protéger le pays, pour protéger le drapeau. Les militaires sont là pour accompagner ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les civils qui doivent gouverner dans le prisme de la démocratie. Je ne crois pas que le rôle forcément des militaires est là de gouverner. Mais cependant,
il faut comprendre ce que nous appelons les moments d'exception. Et au Tchad aujourd'hui, nous sommes dans un moment d'exception. Professeur Joël Meillolo nous a rejoint. Professeur, bonsoir. Vous rentrez de plein pied dans le débat. Alors, ces images, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous avez vu venir cela, ce n'était pas le cas par le passé. Est-ce que ce qui fâche au Tchad, c'est le fait que ce soit un fils qui ait les velléités de succéder à son père? Bonsoir Ghislain, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Eh bien, il faut dire que la situation Tchad, moi, ne m'étonne pas. Elle ne me surprend pas. Parce que, dites-vous bien que les dernières élections présidentielles au Tchad ont été, ou du moins on a été le témoin d'une situation particulière, inédite au Tchad. Rappelez-vous que lors de la campagne électorale, il y a eu des mouvements en pleine N'Djamena qui ont impliqué un candidat à l'élection présidentielle. Et que le jour de la proclamation des résultats, fait inédit, dans la capitale, il y a eu des soulèvements. C'était quelque chose de particulier. Alors, est-ce que cela présageait déjà la suite des événements? Certainement pas. Mais il faut bien se dire que le contexte, ce contexte-là, permettait quand même d'envisager une présence d'Idriss Déby, un mandat de plus qui allait être contesté par la société. Et donc, je dis, le prétexte est donné à la société civile, à l'opposition, de manifester, de prendre, de se mettre dans la rue et de manifester ce qui aurait dû être fait, ce qui était préparé juste après la proclamation des résultats. Donc vous en venez à ce que je posais comme question. Est-ce que c'est l'arrivée du fils pour succéder à papa qui fâche? Écoutez, ça aurait été le fils Déby ou tout autre militaire que la réaction aurait été la même. Parce que depuis 1997, le président Idriss Déby a, tout au moins sur les principes et sur un certain nombre de choses, ouvert le chemin de la démocratisation du Tchad. Et donc, en tout cas, c'est l'esprit qui se dégage de la loi fondamentale. De toutes les façons, vous remarquerez qu'avant 1997, il n'y avait pas un parlement au Tchad. Et donc, Idriss Déby, après les élections de 1996, en 1997, met sur pied l'Assemblée nationale. Même si cela pourrait paraître dans un contexte de dictature, au moins, il y avait le respect des institutions. Il y a la mise sur pied d'un ensemble d'institutions. Et donc, aujourd'hui, le sentiment que l'on a, c'est que, ou du moins que l'opposition a, c'est que tous ces efforts qui ont été faits, la mise sur pied des institutions, l'adoption d'une constitution ont été annihilés, semble être annihilés. Et donc je crois que c'est ce sentiment qui anime ces populations-là. Et donc, si tu étais Idriss Déby, fils, ou quelqu'un d'autre, un autre militaire, la réaction, me semble, allait être la même. François Mboké nous a rejoint, mais je voudrais qu'on rentre un peu dans l'histoire. Vous qui êtes historien, professeur Joël Meillolo, quelle est la différence entre ce cas et les précédents? Il y a eu le cas gabonais, il y a eu le cas togolais et même congolais. Quelle est la différence du point de vue de la réaction de l'opposition, de la société civile? Écoutez, l'exception dans ces cas, c'est celui du Gabon. C'est l'exception. Parce qu'au Gabon, après la mort de Douma Bongo en juin 2009, la présidente du Sénat, Rogombe, a pris le pouvoir. Rose Rogombe. Elle a organisé les élections présidentielles, ont été organisées dans les délais. C'est-à-dire en octobre, Ali Bongo a été élu président de la République. Le cas avec le Togo, à la suite de la mort de Gnassingbé Yadema, ce qu'on appelle le mouvement du 5 février, dont des militaires ont décidé d'installer Faure comme président de la République et puis une élection présidentielle. Alors, la particularité avec le Tchad, pour ce qui est de Kabila, c'est un peu avec ce qui se passe aujourd'hui avec le Tchad, c'est qu'il y a visiblement assassinat du président de la République. Que ce soit, on va certainement fouiller les sources, que cela se soit produit sur le front. Lucien Bidima du RDPC a dit qu'il a été sauvagement assassiné. Alors, que cela se soit fait
au niveau du front, c'était à la suite d'une attaque, donc des rebelles qui attaquent, donc c'est un assassinat de toutes les façons, ou que si on s'en tient à certaines rumeurs que ce soit fait au niveau de la présidence de la République, toujours est-il que le président de la République est décédé. Et on se serait attendu... Et n'est pas mort d'une bonne mort. Encore que s'il en a de bonnes. On se serait attendu à ce que l'ordre constitutionnel soit respecté. On se serait attendu à cela. Mais sauf que cela se fait dans un contexte particulier où le pays est attaqué, on va le dire ainsi. C'est-à-dire que vous avez une colonne de rebelles qui est entrée, qui est à 300 km de la capitale. Le bon sens veut que ce soit... que les militaires reprennent les commandes du pays. Peut-être pour éviter l'escalade, peut-être pour éviter que les rebelles n'entrent jusqu'à N'Djamena. Alors, donc, vous voyez que le cas libyen est quelque chose de... Le cas tchadien, pardon, est spécifique par rapport aux autres. On peut revenir sur le cas de Kabila, c'est-à-dire lui, il meurt, il est assassiné à la présidence de la République, et puis les militaires estiment que le seul à même de garantir les intérêts des uns des autres, c'est le fils. Parce qu'il s'agit aussi de cela. Il ne faut pas oublier qu'on parle de la gestion d'un État et des intérêts d'un ensemble d'intérêts, et parfois divergents. Parfois divergents. Et l'histoire du Tchad, pour revenir à l'histoire, il faut quand même se dire que depuis Tombalbaye, qui a été chassé du pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1975, jusqu'à Idriss Déby en 1990, eh bien, je vais le dire comme ça, la dévolution à la tête du Tchad, appartient aux militaires, c'est une question militaire, et le renforcement de la garde présidentielle tchadienne au détriment de l'armée régulière prouve certainement que même dans l'esprit d'Idriss Déby, il fallait se protéger contre un éventuel coup d'État. Très bien. François Mbokeh, bonsoir. Vous êtes presque tchadien, parce que c'est un pays que vous avez parcouru de fond en comble, de long en large. Est-ce que le problème, je l'ai posé tout à l'heure de façon quelque peu lyrique, est-ce que la problématique centrale n'est pas la qualité de la mort du président tchadien? Est-ce que s'il était mort d'une bonne mort, il n'y a peut-être pas de bonne mort, on en serait là au lieu d'un assassinat, comme ça semble manifestement le cas? Je ne sais pas ce que vous appelez bonne mort. Le président est mort, il est mort. Hypothèse école, on est malade, et puis... Non, quel que soit été le cas, je ne pense pas que le Tchad, en l'état actuel, pourrait être confié aux civils. Parce que... c'est un pays que vous avez sillonné depuis de très longues dates. C'est vrai que lorsqu'on est de loin, on entend parler de démocratie, on entend parler d'un certain nombre de choses. On pense que n'importe qui peut gérer le Tchad, mais ce n'est pas vrai. Ça fait quand même 1 200 000 km² que le pays doit protéger un seul président. Et des infrastructures qui n'y étaient pas sont venues avec Déby 2010-2015. Et aujourd'hui, le Tchad commençait à amorcer donc cette vie démocratique d'un pays civil qui commençait à oublier les habitudes des États militaires. Ceux qui ont été au Tchad savent que vous voyez plus de militaires que de civils lorsque vous êtes dans les rues. Encore que ces derniers temps, le président s'est efforcé que cette image-là soit effacée, mais jusque-là, le Tchad est fortement militarisé et vous comprendrez que... Même en temps de paix. Il n'y a même jamais eu de paix. Il n'y a jamais eu de paix. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi les gouvernements ne mettaient pas long au Tchad. 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans quand c'était trop. Parce que le chef de l'État de défunt s'est mis dans une posture de négociation. Il a compris. J'ai rencontré les Goukouni-Ouédé qui sont aujourd'hui en N'Djamena. Ils vont vous dire que c'est avec regret qu'ils regardent le Tchad aujourd'hui après avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils ont décimé le pays. Ils ont compris plus tard que l'ennemi était celui-là qui leur donnait des moyens de détruire le pays. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Alors la question est simple, qui leur donnait les moyens? Ah ben oui, la question est simple, tout le monde la connaît. Aucun pays africain aujourd'hui, en fait, au niveau de notre sous-région, ou même au niveau de l'Afrique subsaharienne, ne fabrique d'armes. Vous allez me dire comment on fait pour ravitailler. Le frère parlait tout à l'heure de cette colonne qui est venue assassiner le président Déby. Comment est-ce qu'on fait? Nous savons qu'au niveau de la sous-région Afrique subsaharienne, aucune armée n'était au-dessus de celle de Déby. Mais comment donc des rebelles qui, dit-on, sont en brousse, peuvent avoir un matériel aussi sophistiqué pour attaquer un État
Je vais vous dire que l'armée tchadienne n'était plus considérée comme l'armée tchadienne, mais comme le gendarme de l'Afrique. Parce qu'il fallait avoir du courage et les moyens pour l'affronter. Avoir même cette velléité. Alors, si on en est arrivé là, et tuer le président, ça veut dire que soit il y a eu des complicités dans le camp présidentiel, soit l'ennemi avait des moyens forts. Ceux qui ont eu des images, ceux qui ont eu à voir des images peuvent le témoigner. Les échanges nourris de tirs n'étaient pas un jeu d'enfant. Et pour avoir cette puissance de feu, et ce n'est pas un pays africain qui peut développer ce type d'armement, qui peut même l'acquérir. Parce que je pense que lorsqu'on voit, en dehors de certains États, lorsqu'on voit le matériau qui a été utilisé, au niveau le matériel de guerre qui a été utilisé dans l'assaut récemment au nord venant de la Libye, mais c'était une colonne de feu irrésistible, impressionnante. Comment les rebelles, qui sont donc en brousse, entre guillemets, peuvent-ils fabriquer ce genre d'armement? Mais n'oublions pas que là-bas, c'était quand même la Libye. Mais la Libye, vous ne trouvez pas des armes dans la rue. Des armes sont quelque part. Qui donnent ces armes? Des armes ne sont pas allées en Libye. Vous n'allez pas trouver des armes dans la rue. Une réaction de Thierry aussi Je crois qu'il faut bien s'interroger aussi comment on peut être à la tête d'une armée qualifiée comme la plus puissante d'Afrique centrale et même d'Afrique et tomber au front. On était à l'aube d'une guerre. Vous savez, la rébellion s'est déclarée en mars, je crois, et le président est tombé en avril. Donc c'était une rébellion qui était à son aube, qui commençait. C'est une question qu'on peut se poser. Mais je dois aussi rappeler que le fait d'avoir une armée puissante ne veut pas dire qu'un président est à l'abri des balles, il est à l'abri de la mort. Souvenez-vous que le 22 novembre 1963, John Kennedy a été abattu à Dallas, alors qu'il était le commandant en chef de l'armée la plus puissante du monde. Vous savez, le scénario du Tchad est beaucoup plus interrogateur parce que quand on est en conflit, on renforce la sécurité autour des institutions, on renforce la sécurité autour de ceux qui incarnent les institutions. Il me semble que le chef d'État incarnait une institution, l'institution présidentielle. Alors, il y a des rumeurs qui courent, mais moi-même, j'ai appris que le président tchadien a été assassiné au palais au cours d'une réunion avec les membres de sa famille. Il y a eu des éclats de voix, la tension est montée et un coup de feu est parti. Ça a touché mortellement le président. Ça, c'est comme mes sources m'ont dit. Ça aussi, c'est une hypothèse. Je suis en train d'enquêter là-dessus. Parce que dites-vous qu'il y a un événement que beaucoup oublient lorsqu'on analyse les circonstances de la mort du président. Il y avait quelques semaines avant l'élection présidentielle, un candidat déclaré, membre de l'ennemi d'Idriss Déby, la Zakawa, avait fait l'objet d'un assaut dans sa résidence. Et au cours de cet assaut, il avait perdu sa mère. Et vous savez, c'est une famille régnante au Tchad. On a beau être le chef de l'État, mais on est membre d'une famille et il y a eu des pressions familiales. Donc, Idriss Déby a donc voulu se réconcilier avec sa famille. Voilà pourquoi il a tenu une réunion au palais. Et au cours de la réunion, comme je l'expliquais, il y a eu des éclats de voix. Un coup de feu est parti. Le président a été mortellement touché. Et on n'a pas désarmé les gens qui avaient la réunion. Il paraît que celui qui a tiré sur le président était un militaire, il était responsable de la garde présidentielle. Donc c'était celui qui était chargé de protéger le président qui a tiré sur lui. Selon mes sources. C'est peut-être pour ça que le professeur Joël Maillot le pose la question de savoir réunion familiale, on désarme quand même. Bien évidemment, vous comprenez que ce n'est pas à la gloire d'un commandant en chef de dire qu'il a été abattu par un membre de sa garde présidentielle au cours d'une réunion familiale. Il a donc fallu créer tout un récit que certains qualifient de romanesque autour de sa mort. Il est mort au front, il est mort glorieusement. Bon, vous savez, toujours en est-il que le président tchadien est mort. Et il y a eu 2 grands cadavres au Tchad en ce moment. Le premier cadavre, c'est celui d'Idriss Déby, paix à son âme. Et le second, c'est celui de la constitution tchadienne. La constitution a été tuée et qui est ensevelie par le corps. Mais François Mboka disait qu'on ne peut pas imaginer un autre scénario. Comment on peut pas imaginer un autre scénario? Le Tchad n'est pas le seul pays au monde dont le président décède en cours de mandat. Il y en a, les présidents sont décédés aux États-Unis, je pense à Lincoln. Et je pense aussi dans certains pays où les présidents sont décédés. Et on a appliqué la Constitution. C'est même pour ça que les constitutions prévoient les vacances de pouvoir. Toutes les constitutions, y compris la Constitution camerounaise, elles prévoient bien qu'en cas de décès... Pourquoi vous dites y compris? Pour vous dire que dans leur esprit, ceux qui ont rédigé la Constitution ont compris qu'un président est un être humain. Et tout être humain est appelé à mourir. Un président meurt en cours de mandat,
la Constitution répond bien à la question. Et la Constitution tchadienne disait ceci. En cas de vacances au pouvoir, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim et organise l'élection présidentielle. Ce n'est pas ce qu'on voit en ce moment au Tchad. Simplement ça. On observe bien que les militaires prennent le pouvoir et pour justifier leur crime, parce que violer la Constitution, c'est un crime, ils parlent de circonstances exceptionnelles. Exceptionnel, comment alors que la Constitution a prévu que cette circonstance-là exceptionnel pourrait arriver. Doit être réglée. Il faut condamner ce coup d'État parce que il y a eu. Lucien Bidima a dit qu'il n'y a jamais eu de coup d'État. Non, il y a eu que le président a simplement été tué. Il n'y a pas eu coup d'État. Il y a eu attentat d'abord et ensuite il y a eu coup d'État. Il y a eu un coup d'État contre les institutions parce que quand vous violez la Constitution et ces militaires ont fait pire, ils ont dissous l'Assemblée nationale, ils ont dissous le gouvernement. Qui leur a donné ce pouvoir? L'exception. C'est là. Et qui leur a donné le pouvoir de déclarer l'exception en leur faveur? Vous savez, quand on veut la Constitution, on instaure la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. En ce moment-ci, on observe quoi? On observe que les débits sont les plus forts. C'est les maîtres du Tchad. Comme hier, les Abré étaient les maîtres du Tchad. Comme hier, les Ouédé étaient les maîtres du Tchad. Alors, à quoi il faut s'attendre? Il faut s'attendre que dans un futur proche, un autre maître du Tchad arrivera et va renverser les débits et va s'installer au pouvoir. Voilà ce qui se passe au Tchad en ce moment. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et cette loi-là, elle n'est pas du tout démocratique. Très bien. Une juste courte réaction de François Bokavant, Lucien Bidima, qui n'a pas parlé depuis un moment. Le Tchad n'est pas comme les autres pays. Il y a au moins une vingtaine de milices qui sont aux frontières du Tchad, qui sont actives. C'est pour cela que le président défunt a pris tous les moyens qu'il avait pour essayer de s'armer parce qu'il avait un coup d'État au moins par mois. Je vous disais tantôt que les gouvernements... Moyen de coup d'État? Oui, au moins par mois. Alors, il n'avait pas affaire à... C'était des tentatives. C'était des tentatives. Donc, tel groupuscule se crée là-bas, ils veulent marcher sur N'Djamena, on est obligé soit de les mater, soit de négocier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Tchad a plus de 100 généraux. Les généraux qui étaient en brousse, alors après négociation, on les ramenait pour faire un gouvernement ou alors une armée nationale. De même que le gouvernement, je vous disais, vous le savez très bien, c'était très rotatif parce qu'il fallait élargir, faire participer tout le monde pour permettre que au moins les Tchadiens oublient l'esprit de guerre. Parce que le Tchad n'a jamais commis de paix avant 1990. C'est un pays qui est toujours en guerre. Et on s'est dit, avec Déby qui arrive, il n'y avait pas de moyens, grâce au pétrole, au pipeline, Tchad-Cameroun, il a pu dégager une petite fortune qui lui a permis de s'armer, parce qu'il savait que pour un État fort est celui-là qui peut se défendre. Il a donc eu ces moyens-là, mais tous les jours, il y avait des rébellions qui se créaient, et il a réussi quand même, avec un tour de négociation, à rassembler les Tchadiens, la majorité, autour d'un idéal. Protéger le Tchad ou faire oublier que le Tchad c'est un pays militarisé parce que tous les citoyens tchadiens étaient armés au moins avec 2 ou 3 armes. Le mal pouvait arriver de partout. On a créé des compagnies pour essayer de désarmer volontairement des personnes. Quand ça n'a pas marché suffisamment, on a renforcé la compagnie pour aller agir de force. Vous comprenez que lui-même, Déby, il y a plus de 10 ans, a dit il ne veut plus se faire photographier en tenue militaire ou bien sortir dans un journal en tenue militaire parce qu'il avait aussi besoin de vivre une vie de civil. Il était passé maintenant en boubou et en costume. Donc, il voulait que le Tchad oublie cette caractéristique de guerre qui le caractérisait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Très bien. Et donc je chute par là. Et donc, ce que dit mon frère aujourd'hui, c'est bon les livres, c'est bon d'écouter ces choses, mais la réalité sur place n'est pas celle-là. Le Tchad a aujourd'hui l'une des meilleures constitutions. Il y a l'ancien chef d'État qui vit, c'est le seul en Afrique centrale. Il n'y a pas un ancien chef d'État qui est dans notre Afrique centrale, mais il y a Goukouni Ouédé qui vit en N'Djamena, qui a le statut d'ancien chef d'État et qui en profite. Avec les attributs d'ancien chef d'État. Et qui en profite. Le Tchad avait prévu de passer à un président, parce qu'il fallait, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est celui de la succession, qui ne va pas échapper aux autres États. Et le Tchad était en train de résoudre ce problème. Dans ce 6e mandat, avoir un président et un vice-président. Et le Tchad a un leader de l'opposition. Beaucoup de personnes... C'est un statut d'ailleurs. Voilà. Donc vous voyez que pour consolider cela,
il ne suffit pas d'avoir de beau langage. Il faut que vous ayez des moyens pour que ceux qui vont venir vous attaquer demain, de quelque front que ce soit, ne puissent pas entrer et détruire ce que vous avez fait. Le CMT qui arrive, c'est ce qu'il attend. Le CMT n'est pas débile. Le petit a les moyens techniques et managériaux pour peut-être diriger un pays, mais au-delà de cela, on a besoin quand même d'un leadership. Je ne suis pas sûr que, tel que les choses se gèrent dans le monde, lors d'une réunion, il aura le même courage de parler au président Paul Biya, au président Sassou Nguesso, à tel d'autre, comme aurait pu le faire son père, son défunt père. Donc, il y a un leader qui est parti. Les autres présidents, ils font peur? Mais non, c'est déjà une gestion à l'africaine. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire à votre grand-père ou à votre père qu'il a tort. Vous serez obligé de marcher sur ses pas. Très bien. Professeur Joël Meillot, Lucien Biedema voulait absolument arracher la parole. Non, mais sauf si vous savez que vous avez cette manière d'isoler. Hein, le représentant du EDPC fait toujours comme si nous n'avons rien à dire, etc. Mais je crois que vous allez revenir. Bon, vous êtes un ami. Je crois que... D'accord, je savais que vous allez... Il avait demandé la permission pour arracher le temps de parole. Non, mais j'avais un problème. Oui. Allez-y donc, prenez la parole avant Joël Meillot. Parce que quand nous venons... Canal 2 est une chaîne très sérieuse. Il ne faut pas faire une émission aussi sérieuse où les vies sont en jeu avec des rumeurs, avec des réseaux sociaux. Et donner des informations, parce que nous sommes des leaders d'opinion. Quand nous donnons une information aujourd'hui, il faut s'assurer que cette information est fiable. Et je ne peux pas permettre que les téléspectateurs disent ou suivent que c'est à Canal 2 qu'on a dit que Idriss Déby a été assassiné à la maison, au coup de cœur. C'est tellement... non, c'est trop léger de dire de telles choses. Pourquoi? Parce que il faut savoir que Idriss Déby, c'était un chef d'État très respecté. Je soutiens la thèse de l'assassinat au front. Il est mort pour défendre sa patrie. Il est mort pour défendre les intérêts non seulement du Tchad, mais également les intérêts... Vous réaffirmez qu'il n'y a pas eu coup d'État. Et je suis très content de savoir que notre frère, qui lui l'a vécu de ce côté, a essayé de nous détailler comment les choses se passent de ce côté. Alors, mais je dis que nous devons tout de même se poser la question, peut-être c'est pas moi qui pose la question aujourd'hui, de savoir est-ce que, et vous l'avez d'ailleurs demandé, ce qui se passe au Tchad ne peut pas se passer ailleurs. Alors, mais je dis... On en vient. Alors, je dis, moi, je me la pose et puis je commence par donner quelques briefs de ma réaction, qui est somme toute naturelle et personnelle, pas forcément la réaction de mon parti. Parce qu'en fait, nous constatons, et depuis que je vais partout dans les chaînes de télévision, je continue à dire qu'il faut condamner la violence qui sévit en Afrique centrale, et plus particulièrement au Cameroun. Vous avez ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, et ça aurait pu être à l'est, etc. Et c'est pour cela que lorsque ici, vous venez à me dire que le Tchad a la meilleure armée de l'Afrique centrale, il faut raison garder. Le Cameroun a l'une des meilleures armées et qui peuvent être au niveau de l'Afrique et qui a une stratégie incroyable. Nous avons des militaires excessivement bien formés, sinon même les meilleurs. Regardez ce qui se passe, que ce soit en Centrafrique et même au Tchad, que ce soit contre la lutte contre Boko Haram, nous avons les militaires stratégiques formés et des généraux outillés. Au Cameroun, d'ailleurs, je veux vous dire, pour être général, il faut passer à toutes ces étapes. Ça dit lieutenant, commandant, capitaine, commandant, sous-colonel, lieutenant-colonel, etc. Et puis, le problème du général au Cameroun, c'est une nomination du chef de l'État après les services suffisamment bien rendus. Et puis, c'est une armée qui est suffisamment en avant-gardiste. Alors, mais je dis, nous avons peut-être, moi, je puis me regarder parce que je connais bien cette armée, l'une des meilleures armées de l'Afrique. Pourquoi? Parce que non seulement elle est stratégique, mais également elle est opérationnelle. Mais également, elle comprend bien les vicissitudes, la raison de garder les intérêts de l'État. Et surtout que le président Paul Biya a pris toutes les mesures pour discipliner cette armée, mais également pour donner à cette armée les moyens de se mouvoir avec beaucoup de célérité, avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de performance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons à contenir un certain nombre de mouvements. Peut-être que ce n'est pas le cas ailleurs. Pourquoi? Parce que, il faut le dire, le Cameroun est en partie, si je fais cette parallèle-là, c'est un État qui a été constitué suffisamment. Nous avons aussi eu des guerres. Souvenez-vous, avant les indépendances et même les rébellions, plus ou moins après les indépendances. Mais la démocratie
pratiquement depuis l'avènement du chef de l'État, s'est ancré, s'est installé comme prisme. Conséquence, aujourd'hui, tout le monde essaie de jouer son rôle par rapport à ça. Ce qui n'est pas probablement le cas. Comme disait mon frère, vous n'irez pas dans les rues de Yaoundé et voir les militaires de gauche à droite. Tout le monde garde son cap. Les militaires sont dans les casernes. Dans les casernes. Donc, j'ai dit c'est un problème de discipline. Mais sauf que cela n'est pas la volonté du Tchad, du président tchadien, qui, Idriss Déby, a voulu, quelles que soient les conditions qui étaient, voulu installer une démocratie participative, d'autant plus qu'on parle aujourd'hui d'un Goukouni Ouédé. Mais également, il faut voir que les rebelles qui viennent regarder du Soudan ou bien qui viennent de la Libye, il y a forcément des complicités. C'est-à-dire, il y a le djihadisme, je ne sais pas pourquoi vous mettez ça de côté, les gens qui ont des moyens et qui ont des complicités, non seulement en Afrique, mais également en Europe, en Occident. Parce que mon frère s'interrogeait, comment on n'ira pas en Libye, sinon nous tous, nous aurons en Libye pour s'approprier de ces armes qui peuvent se balader de gauche à droite. Mais non, ce sont des complicités. Et ces complicités, il faut bien le dire, mon frère, quand vous regardez ce qui se passe avec le Tchad, les Camerounais doivent faire attention. Les Camerounais doivent dire non, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons concourir à préserver notre intégrité, à préserver notre démocratie, si tel est le cas. Et cette démocratie-là, pour la préserver, il faut totalement condamner toute violence qui peut venir de gauche ou à droite et faire peut-être prévaloir seule la démocratie qui doit nous rendre fiers, celle que nous avons aujourd'hui, pour peut-être un jour, pas peut-être, ce qui est prévu pour passer d'une constitution pacifique, c'est-à-dire d'un président à un autre. Mais je dis donc aujourd'hui, moi je suis outré de savoir ce qui est arrivé. Ce n'est pas un problème du fils et Déby. Le fils Déby a été suffisamment entraîné dans la guerre. Et je veux vous dire aujourd'hui, c'est un problème de guerre, un problème de famille, on peut le dire, mais c'est un problème de préservation des intérêts. Parce que le Tchad, aujourd'hui, avec le pétrole, avec les ressources du sous-sol qu'on ne fait que découvrir le jour, nous avons Boko Haram. Et je continue à dire que Boko Haram n'est pas l'émanation des Africains. Boko Haram est l'émanation de ceux-là qui veulent déstabiliser l'Afrique. Et qui trouvent au niveau du golfe de Guinée peut-être un chemin fertile, le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Et maintenant, de l'autre côté, nous avons les djihadistes qui veulent nous imposer leur idéologie. Comme, excusez-moi, certains leaders ici veulent imposer leur idéologie. Vous voyez comment ça peut être grave. Que certains se lèvent voulant imposer leur idéologie et qu'on en arrive à des situations pareilles. Mais si je reviens au Cameroun, je ne chute pas là, nous avons la chance d'avoir une constitution solide, un chef de l'État totalement démocratique, une paix qui règne, quelles que soient les vicissitudes, mais de dire que nous devons, nous les leaders de l'opinion, condamner ce qui se passe au Tchad. C'est pas forcément pour le retour de l'ordre constitutionnel à tout prix, à tous les prix, mais la paix, l'intégrité, et de dire que ce qui se passe chez le voisin n'est pas très loin de ce qui peut arriver chez nous. Professeur Joël Meillolo, entrant un peu par ce qu'il dit, ce qui se passe chez le voisin peut arriver chez nous. Est-ce que ce parallèle-là est possible? Est-ce qu'on n'a pas affaire à une patate d'un côté et de l'autre côté le macabou? Est-ce qu'on peut comparer la situation du Tchad avec celle du Gabon? Vous avez procédé à ces comparaisons tout à l'heure. Et il s'est dégagé que c'était une comparaison impossible. Est-ce que le Tchad parle au Cameroun? Écoutez, le Tchad peut parler au Cameroun dans la mesure où un chef d'État peut, étant un être humain, peut décider à n'importe quel moment. Je crois que c'est le seul parallèle qu'on peut faire. Mais est-ce que la situation au Tchad peut avoir des implications sur le Cameroun? Bien évidemment. C'est-à-dire que de se dire que l'histoire du Cameroun et l'histoire du Tchad sont totalement à l'opposé, vraiment totalement à l'opposé. Il y a une culture de succession à la limite démocratique au Cameroun, du moins pour les deux présidents qu'on a connus jusqu'ici, le président Ahidjo et le président Paul Biya. Et puis on peut même remonter au premier ministre Mbida Ahidjo. C'était dans un espace bien déterminé, qui était celui de la démocratie. Et donc il y a un esprit démocratique qui a été, on peut même remonter aux batailles, aux jeux politiques avec, au niveau du Cameroun anglophone, les batailles qu'il y avait entre le Cameroun National Democratic Party et le Cameroun National Congress, et puis entre l'UPC et les autres au Cameroun français, pour dire qu'il y a une longue culture politique au Cameroun.
Et M. Bidima a bien fait de le rappeler. Il y a la structure de l'armée camerounaise, le fonctionnement de l'armée camerounaise, jusqu'ici, parce qu'on ne sait vraiment pas quel peut être le lendemain, jusqu'ici, présente quand même un ensemble d'atouts qui permettent de se dire qu'une situation de vacances à la tête de l'État ne va nécessairement pas aboutir à une succession militaire. Maintenant, si on prend en considération le contexte dans le golfe de Guinée, si on prend en considération les intérêts, les implications qu'ils peuvent avoir, tout scénario est possible. Tous les scénarios peuvent être posés sur la table au cas où il y aurait vacances de pouvoir au Cameroun. La Constitution prévoit en cas de vacances, c'est le président du Sénat. Ça être le président du Sénat, mais il faut se dire que les contextes, et les historiens le savent très bien, ce sont les contextes qui déterminent les actions. L'espoir qu'on a, c'est que si cela arrive un jour, nous ne le souhaitons pas, bien évidemment, on souhaite une transition, vraiment un passage de témoin de tout ce qu'il y a d'ordinaire au cours d'une élection présidentielle qui est quelqu'un qui gagne. Mais on dit... Et si c'était la franquisation? Si cela arrive... Professeur Joël Meyolo, si c'était la franquisation. Écoutez, je vais venir aux comparaisons. Les comparaisons n'est pas raison, très certainement. Mais dites-vous que dans tous les États, vous parlez du Tchad, du Togo, de la RDC et du Gabon, les fils qui ont été positionnés n'étaient pas méconnus de la scène politico-administrative ou militaire. Quand Faure Yadema prend le pouvoir en 2005, il est ministre des Travaux, ministre des Mines et des Postes et Télécommunications. Okay? Donc il est rentré dans les arcanes du pouvoir. Voilà. Quand Kabila, fils, prend le pouvoir, quand son père est assassiné, il est au front. Donc il était militaire. Il est, je crois, général à l'époque. Quand, comment il s'appelle? Ali Bongo ministre prend de la le pouvoir, il est ministre de la Défense. Il est pressenti pour être président du parti du PDG. Donc, ce n'est pas des personnalités inconnues. C'est un vain débat, alors, la franquisation. Oui. Alors, moi, je pense non, tout le monde a des ambitions. Il est légitime que tout le monde ait des ambitions, que le fils du président, qu'on lui prête des ambitions. Mais je dis, dans un contexte du passage du fils, du père, de la passation de pouvoir du père vers le fils, l'expérience en Afrique francophone, parce qu'il s'agit notamment de ça, l'expérience en Afrique francophone montre que les fils qui ont été choisis appartenaient déjà au sérail. Et donc il y a une construction. Peut-être que les autres ont la naïveté de ne pas le comprendre, mais il y a une construction, un peu comme ce qui se passe en Guinée équatoriale. On ne sera pas surpris aujourd'hui si le fils si Théodore Obiang devient président de la République, parce qu'actuellement il est vice-président de la République. Donc, il me semble que le contexte camerounais, et c'est là toute l'intelligence du directeur du président de la République qui n'a pas voulu mettre son fils au devant de la scène. Mais je dis une fois de plus, les contextes imposent des faits. Et donc, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas jurer aujourd'hui que ce contexte, le contexte actuel ne pourrait pas évoluer. Allez, il y a donc eu le cas de 2005 au Togo, celui de 2009 au Togo, et puis 2005 pour ce qui est 2009 pour ce qui est Togo, du Togo. En 2005, 2009, voilà. Et puis il y a eu maintenant 2021, il y a le Tchad. Alors, au regard de ce que dit le professeur Joël Meyolo, il faut tenir compte forcément du contexte. On peut ainsi dire que chaque pays a son choix cornélien. Non, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Les longs pouvoirs, les longs règnes débouchent toujours sur des successions dynastiques. Cela s'est vu au Togo. Donc la cause, c'est la longévité. Au Gabon. Parce que le pouvoir qui dure trop finit par se claniser autour d'un poignet de personnes. Et très souvent, celui qui est à la tête de ce pouvoir désigne son successeur, et son successeur est accepté par le clan. Ça s'est vu au Togo. Et Yadema, sentant sa fin venir, il a préparé son fils et il a fait savoir à tout le monde, y compris à son ami Jacques Chirac, le président français à l'époque. En 2003, il nomme son fils au gouvernement, il lui donne le plein pouvoir.
ministre des Travaux, ministre des Télécommunications, ministre des Mines. Il sait bien qu'il est en train de mourir parce qu'il était malade, c'était un secret polichinelle, et Yadema était gravement malade. Et en 2005, lorsqu'il décède, on voit comment la volonté du défunt président est appliquée. On met son fils au pouvoir au détriment de la Constitution qui disait que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim. Les Togolais ont bloqué le président de l'Assemblée nationale de leur pays à l'extérieur. Ils ne pouvaient plus rentrer. Ils ont intronisé... Ce sont les Togolais qui l'ont bloqué? L'armée togolaise, si vous voulez. Ils ont intronisé Faure Eyadema, le fils de l'autre, président de l'Assemblée nationale. Vous voyez comment s'est joué la Constitution? C'est pour dire qu'en Afrique, souvent, et lorsqu'un pouvoir dure très longtemps, la Constitution, c'est comme un paillasson, pour prendre une expression très chère à Ramayad, une ancienne ministre française, sur lesquels on peut marcher lorsque nos intérêts ne coïncident pas avec la Constitution. Même scénario au Gabon. Au Gabon, on savait bien que Bongo fils prendrait le relais de Bongo père. C'était connu de tout le monde. Toute la France-Afrique le savait. Et même les journalistes introduits le savaient déjà. Il n'y avait pas de secret là-dessus. En Guinée équatoriale, il y a également une clarté sur la dévolution du pouvoir. On sait que le fils prendra la succession du père. Au Cameroun, on assiste à une anomalie. Parce que le Cameroun, c'est également un long règne qui a commencé en 82. Mais on a Vous avez dit anomalie? Oui, c'est une anomalie dans cette logique de dévolution du pouvoir qui concerne le long règne. Le Cameroun, quand même, se distingue là-dessus. C'est une anomalie parce qu'on ne sait pas qui prendra la succession du père. Parce que le père, de son vivant, n'a pas clairement désigné son successeur. Il n'a pas fait adouber par le clan, comme je vous l'ai dit. Lorsqu'un pouvoir dure trop, il se clanise, il est confisqué par une poignée de personnes. Des pouvoirs comme ça, on l'a vu aussi en Algérie, avec le Bouteflika, où il régnait avec son petit frère, ou bien son petit frère régnait à travers lui. Donc, pour dire qu'au Cameroun, c'est le flou, et j'ai ma vie d'ajouter artistique. On ne sait pas si c'est le fils du président. D'ailleurs, comment le savoir, puisque le président lui-même n'a pas officiellement donner des indices que tel prendra ma succession. C'est ce qui fait dire que à beaucoup d'observateurs avertis, moi je me classe parmi ces observateurs avertis, que le cas du Cameroun est beaucoup plus conflictogène que celui du Tchad. Parce qu'on risque d'assister à une guerre des chefs. Je ne crois pas. Comme en Côte d'Ivoire. Non, je ne crois pas. Comme en Côte d'Ivoire. Parce que Pourquoi? quand le président de son vivant adoube son successeur et lui remet. La secousse est beaucoup moins importante? Oui, on a vu au Togo, on n'a pas assisté à une guerre du chef. Au Gabon, bon, il y a eu une petite guerre entre Ali Bongo et Feu Obama, le puissant ministre de l'Intérieur. André Mais Baobab. comme le père avait dit à tous ceux qui l'avaient fait roi, parce que la présidence du Conseil constitutionnel, Mme Rosie Rogobé, elle devait son pouvoir au père. Donc, par devoir de reconnaissance, elle ne pouvait qu'appliquer les volontés du père. Donc, il y a eu une secousse au Gabon, mais de moindre amplitude. Par contre, au Cameroun, imaginez qu'on se retrouve avec une guerre de chefs. Vous imaginez? La nuit des longs couteaux? Non, une minute, sinon vous serez les premiers. Voilà ce qui est vraiment... Monsieur Binima, vous serez les premiers. Si le président Paul Biya aujourd'hui demandait à Franck Biya d'être, je ne sais pas, ministre de tel ou tel, vous serez encore les premiers à dire voilà quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution. Moi, je crois plutôt que il faut féliciter le cas du Cameroun. Il faut féliciter le fait que nous avons un chef, 2 minutes si vous permettez. Nous avons un chef d'État qui ne voudrait pas cela. Parce qu'il ne faut même pas faire, il faut faire la différence entre tous ces chefs d'État par rapport à leur formation. Le président Biya n'a jamais été moulé dans cette formation des dictatures. Alors, mais c'est tout à fait normal qu'il laisse la Constitution. D'ailleurs, il a répondu à cette question. On lui avait posé la question. La Constitution est là. La Constitution est là. Donc, je crois plutôt que le cas du Cameroun devrait faire école en Afrique, de voir un chef de l'État qui gouverne, mais qui rassure son peuple quant au mécanisme de la démocratie. Très bien. Bon, Permettez que la je regrette beaucoup en vérité, il ne fait que répéter ce qu'il entend ailleurs. Il a entendu que le président Déby est mort au fond. Il vient sur le plateau, il le répète. Ah, mais vous savez quelle preuve que le président Paul Biya, le président Déby est mort. Il y a une constitution au Cameroun, il y a des parlements, mais il y avait une constitution au Tchad, il y avait une constitution au Togo, il y avait une constitution au Gabon. Peut-être que vous ne le saviez pas. Alors maintenant, interrogeons la solidité de ces 10 constitutions. Au Cameroun, qu'est-ce qui est écrit? En cas de vacances à la tête de l'État, le président du Sénat prend le relais. Est-ce que vous avez... Non, pas qu'il prend le relais. En tout cas, il assure l'intérêt. Il organise une élection présidentielle. Tout naturellement. En relais, on le prend comme en course. On le prend pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, s'il prend le relais, laisse personne à toute sa place. Est-ce que vous avez le sentiment que notre Sénat est fort? Parce que c'est ça
un indice. Alors, vous questionnez la force du Sénat, oui, la force de la Constitution. Les institutions, oui. Quand vous avez dans un pays comme le nôtre, où les institutions ne sont pas aussi fortes comme vous le souhaitez, le scénario le plus possible est celle d'une succession qui va se passer en dehors du cadre constitutionnel. Ce n'est pas mon vœu sur ce plateau, mais je suis obligé de lire les faits et de les interpréter en fonction de ce qui s'est passé au Togo, comme je l'ai dit, au Gabon. Et je répète qu'en Guinée équatoriale, on sait tous que Obiang fils va succéder à Obiang père. Et le clan Obiang, parce qu'il faut toujours le rappeler, lorsqu'un pouvoir dure beaucoup, il n'appartient plus à son chef qu'on voit physiquement, il appartient au clan, un clan que tout ont accepté cela. Donc il faut craindre qu'au Cameroun, on puisse assister à une lutte de chefs, mais je déteste avoir tort, mais sur ce coup, je préférerais avoir pour tort. le bien des Camerounais, parce que la guerre est porteuse de sang et de mort, je préfère bien avoir tort. Façon Bokeh, est-ce que Thierry Ndjoussi a tort d'avoir raison sur ce coup-là, quand il essaie de faire ces images-là, de ce qu'il n'y a pas eu un clan constitué, il n'y a pas eu désignation d'un successeur formellement indiqué et adoubé par le clan. C'est comme ça qu'il faut appréhender ces choses-là? Qu'il ait tort ou raison, je pense que l'avenir nous le dira. Mais je voulais surtout dire que tous les présidents que vous prenez sont arrivés au pouvoir par un coup d'État, dont exception est faite au Cameroun. Et comme je le disais d'entrée de jeu ici, qui a les moyens de faire un coup d'État? Ça veut dire que ce sont des chefs d'État qui ont été imposés par ceux qui ont les moyens de faire des coups d'État. C'est la différence encore avec le Cameroun. Le président Biya n'est pas arrivé au pouvoir suite à un coup d'État. Il est arrivé suivant les prévisions de notre constitution de l'époque. Et il y est aujourd'hui, et je pense que la Constitution, elle est là et prévoit également que si on peut la respecter, qu'il y ait une continuité telle que nous l'avons connue par le passé. Et les fils à papa qui sont au pouvoir, ce n'est pas le fait des présidents partants. Il faut voir cet enjeu lointain. Qui finance le coup d'État? C'est celui qui a un intérêt dans le pays. Alors, c'est ceux qui ont financé le coup d'État qui n'ont pas besoin de cette rupture. Parce que le père qui s'en va, on ne sait pas si le cousin ou alors telle autre connaissance qui était autour du père va garantir les mêmes intérêts. C'est pour cela qu'on prend le fils pour la continuité des intérêts. Ce n'est pas parce que... et vous allez voir, je vous prends le dernier cas, le président français s'est déplacé et il a dit « Je ne laisserai personne toucher aux intérêts du Tchad ». Vous avez vu que dans la sous-région, il n'y avait qu'un seul chef d'État, et celui de la RCA, les autres ne sont pas partis. Ils ont boudé? Quand vous l'interrogez, ils ont boudé. Parce que certains se sont dit, le pyromane est allé éteindre le feu. Et donc, ils ne voulaient pas assister. Le pyromane est allé éteindre le feu. Et certains ne voulaient pas assister à cette danse macabre. Vous dire donc que le scénario du Cameroun est simple si le chef de l'État le veut. Les institutions sont là. Nous avons la Constitution qui garantit une continuité comme dans ces pays. Mais est-ce que, tenant compte de son âge, de son arrivée au pouvoir, de sa longévité, est-ce qu'il va échapper à ce que je viens de dire? Est-ce qu'il va échapper à cette logique où, quand on a été un chef qui a eu des partenaires solides pendant longtemps, on ne peut pas continuer avec quelqu'un qu'on n'a pas maîtrisé. Aujourd'hui, donc, Franck est là. Franck à mon âge, c'est mon égal. Et donc, il peut devenir président et sera l'aîné de son père quand il monte au pouvoir. Son père n'est pas arrivé au pouvoir à l'âge de Franck. Il était beaucoup moins jeune. Beaucoup plus jeune. Donc, Franck aujourd'hui peut prendre le pouvoir. Mais comment le prendrait-il? Est-ce qu'il le prendra comme ça s'est passé en Djamena, comme ça s'est passé au Gabon, comme ça s'est passé au Togo? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qui peut se faire aujourd'hui dans le cas du Cameroun? Contrairement à ce que vous dites ou que certains pensent, Franck Biya n'est pas un inconnu de la scène politique. Il est peut-être, du fait de la réserve de son père, il est peut-être celui qu'on ne présente pas trop. Il n'est pas rentré dans les arcanes. Mais il a été formé, pouvoir, selon ce que dit le professeur Joël Biolo, dans la gestion des affaires politiques. Est-ce qu'il ne manquerait pas d'expérience? Il ne manque pas d'expérience. Il ne manque pas d'expérience. Je vais peut-être trahir un secret en vous disant que
le Franck Biya gère des dossiers délicats de la République. Actuellement, on lui confie des dossiers délicats de la République qu'il gère. Alors, vous dites qu'on a commencé à confier oui. On a commencé à confier les dossiers à Franck Biya depuis belle lurette. Beaucoup, il y a longtemps, il y a certains dossiers qu'on lui confie, qu'il essaye de donner son regard. Et puis, on ne forme pas quelqu'un politiquement. Cela vous a convaincu, pour chuter, le cas de Franck peut être plus intéressant. Parce que déjà, Franck n'est pas militaire. C'est un civil. Et Ali Bongo et autres, il a été ministre de la Défense, donc il avait déjà des attitudes d'un militaire. Si nous pouvons continuer avec un civil au pouvoir, nous avons la chance de continuer de garder la paix. Mais si le désordre s'installe, parce que ce que mon frère disait tout à l'heure, le danger c'est que le président de la République parte en l'état actuel sans garantir une continuité paisible. Il y aura la guerre des chefs et nous ne savons pas. Le jour qu'on commence, on peut le savoir. Nous ne pouvons pas savoir. On sait toujours quand ça commence, mais jamais quand ça finit. Je voulais réagir pour ça, on n'a pas parlé depuis quelque temps. Lorsqu'on parlait de ce type de dévolution au pouvoir, l'expérience n'a rien à voir. N'a rien à voir là-dedans. Parce que souvenez-vous qu'au Congo, Kinshasa, la République démocratique du Congo, Kabila fils n'avait pas d'expérience lorsque son père décède brutalement au palais. Il a été adoubé par le système. Ce qui compte, c'est est-ce que le clan a-t-il adoubé Franck Biya? S'il a été adoubé par le clan, alors le risque d'une guerre de chef sera infime. Or, s'il n'a pas été adoubé par le clan, je voudrais vous dire que le clan dont vous parlez n'est pas qu'ethnique. Le plan peut être des technocrates qui ont été avec votre père. Ce clan a-t-il adoubé Franck Biya? Oui. Ah, il a adoubé Franck Biya. Ok, on a une exclusivité sur ton plateau, Gisèle Pessono. Merci pour l'exclusivité sur notre plateau. Professeur Joël Meyolo, vous avez donc été convaincu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément qu'il y ait eu circulation dans les arcanes du pouvoir pour pouvoir prétendre une succession, puisque cela vient d'être démontré par les précédents intervenants. Côté là, cette réflexion suppose qu'on a mis de côté la Constitution. C'est bien ça. C'est-à-dire que... Comme partout ailleurs. Oui, je veux qu'on s'accorde d'abord là-dessus. C'est-à-dire que cette hypothèse... Non, je ne peux pas vous couper la parole. Non, peut-être hypothèse de cas. Supposons dans le cas du Cameroun où les institutions fonctionnent bien. Cela suppose... Le président n'est pas là. Je vais vous répondre pour qu'on ait soit au même diapason de réflexion. Oui. Le président n'est pas là. Oui. Il y a une période de transition qui est faite par le président du Sénat. Et à cette période, il y a un candidat qui sera là, qui sera Franck. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. Ok. Bien, cette façon de penser m'attriste beaucoup. Pourquoi est-ce qu'elle m'attriste? Parce que il y a un élément important de l'histoire du Cameroun qui semble être passé sous silence. Et qui fait en sorte que depuis 2016, qu'il y ait la guerre dans le Nozo. Nous nous comportons dans ce pays, et ça c'est depuis le 20 octobre 1961, comme si le Cameroun appartenait à la partie française. Et c'est très dangereux. Dans toutes les hypothèses qui sont évoquées, et là j'ai la confirmation, on parle de Franck Biya. Mais ce pays, pour qu'il se constitue, il a fallu qu'en 1961, il y ait la réunification. Et l'un des problèmes fondamentaux qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'après 2025, qu'après 64 ans après la réunification, on va continuer à avoir un président qui viendrait de l'ère francophone. Je dis il faut nous éviter à l'avenir des contextes qui vont répéter chaque fois ce que nous avons dans le Nozo. Il faut peut-être aujourd'hui penser à remettre la réunification au centre de l'histoire du Cameroun. Et se dire que pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas aujourd'hui à avoir un président de la République qui viendrait de la zone anglophone?
60 ans après la réunification. J'ai aussi 4 noms. C'est aussi une Connu hypothèse. de la scène politique. Mais la Constitution ne le prévoit pas. La Constitution ne dit pas qu'après un président francophone, il faut un tout comme la Constitution ne prévoit pas que ce soit un fils du président. Alors, donc, nous sommes dans les hypothèses. Et donc, ma position est simple. C'est qu'il faut pouvoir envisager aujourd'hui une autre expérience. Parce que, malheureusement, l'histoire du Cameroun, telle qu'elle était enseignée par nos devanciers à l'université, a voulu enseigner une histoire francisée, une histoire francophone du Cameroun. Je prends un exemple très simple. Le 20 mai 1984, de retour à la République du Cameroun, l'oubli, la création en 1961 des inspections fédérales en violation, je pourrais dire carrément la Constitution, qui prévoyait quand même qu'il y avait des États fédérés. Et on avait un inspecteur fédéral qui était désormais au-dessus du vice-président de la République, qui était premier ministre du Cameroun occidental. Pour vous faites quoi là? Le procès de l'histoire? Je veux comprendre un peu. Je retrace l'histoire. Il me semble qu'aujourd'hui... C'est un enseignant d'histoire. Non, mais il me semble qu'aujourd'hui... Mais sur la place publique, il y a fait historique. Il enseigne à ses étudiants. Il y a des faits qui peuvent être corrigés en mettant un système qui permettrait quand même qu'on donne une chance à cette partie du Cameroun. Et donc, s'il faut faire des propositions, la mienne serait que dans un processus démocratique, c'est-à-dire qui a un parti au pouvoir, qui a cette obésité, qui a peut-être l'opportunité de gagner à chaque fois, et donc on engage une réflexion dans ce parti pour essayer l'expérience anglo-saxonne à la tête de l'État du Cameroun. En réaction maintenant, Lucien Bidima. Non, d'abord, je suis toujours... Vous êtes convaincu qu'il ne s'agissait pas du procès de l'histoire? Oui, je suis toujours mal à l'aise lorsque peut-être qu'on essaie de ne pas respecter la démocratie, alors que nous sommes en plein là-dedans. Bien, il faudrait finalement que je parle de cette affaire de francs. Je voulais vous dire... À moi seul? Non, je dis répondre finalement. Je voulais d'abord dire quelque chose. Franck Biya est Camerounais comme vous et moi. Et que Franck Biya peut légitimement prétendre comme vous et moi, à notre âge, de briguer la présidence de la République. Mais cependant, je voudrais vous dire que le faute de l'histoire, c'est que le président Paul Biya est au pouvoir. Il a encore, je crois, ses 4 années. Le président Paul Biya ne vous a pas dit qu'il ne va pas se présenter d'ailleurs. Bon, pendant que nous y sommes, moi je milite pour sa candidature en 2025. Parce que c'est mon président, c'est le leader du RDPC. Alors, mais vous allez beau dire ce que vous allez dire, nous avons pour le moment un leader et le problème de succession ne se pose pas encore dans le RDPC. Très bien. Le président Paul Biya est là. Alors, mais je voulais dire, mais cependant... Franck Biya était militant. Franck Biya est jeune, il a les capacités. Et je suis d'accord avec mon frère quand il dit quand même que lorsque vous vivez à côté d'un homme qui a le pouvoir, on ne peut pas dire que vous n'avez pas l'expérience du pouvoir. Parce que de près ou de loin, vous participez à la prise des décisions ou même à la réflexion de ces décisions. Alors que Franck Biya aujourd'hui a toutes les capacités. Un jour... Mais laissez quand même au RDPC. Et je peux vous dire, vous pouvez venir avec nous dans le RDPC peut-être pour cette réflexion. Et d'ailleurs, je veux vous dire que nous y sommes en plein. Parce que le RDPC aujourd'hui essaie d'encourager la discussion, la démocratie au sein même de notre parti. Nous avons un premier ministre Lucien Bidima. Allez, le temps nous tient là. Donc rien, et je suis pas là, rien n'est exclu. Mais, et c'est ça qui fait la force du président Paul Biya, parce que il est maître du jeu. Il fait confiance aux Camerounais et, croyez-moi, le Cameroun, comme Paul Biya est arrivé au pouvoir par les mécanismes démocratiques, un autre président va arriver par les mécanismes démocratiques. Messieurs, merci infiniment à vous d'être venus sur ce plateau. Peut-être que l'occasion nous sera donnée pour faire tout un débat sur la franchisation ou pas du pouvoir camerounais. Avec l'essentiel. Non, vous allez organiser une marche bientôt. C'est bien cela? Non, je ne voulais pas parler du repas qu'ici, bon, les patrons de presse sont réunis pour dire quand même que le 3 mai prochain, on va faire une marche pour présenter au chef d'État nos doléances parce qu'il nous est revenu que depuis que nous les lui portons par courrier et ne lui parviennent pas, nous avons demandé l'autorisation
de manifestation publique. Non, marcher pacifiquement pour lui remettre directement ce mémorandum. Allez, le message est passé. Merci à vous d'être venus. On aura l'occasion peut-être de revenir sur la franchisation comme étant un débat tout entier à part entière au cours des prochaines éditions de Le Débrief. Merci infiniment à vous, professeur Joël Meyolo, enseignant universitaire, historien. Merci à François Mboké, journaliste spécialiste du Tchad. Merci à Lucien Bidima, communicant pour le RDPC. Merci infiniment à Thierry Ndjoussi, nouvel auteur, en tout cas journaliste spécialisé en les questions agricoles, mais qui fait aussi un peu de la politique. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir regardée. Restez en compagnie des programmes de Canada International. Bonsoir. Professeur.